Bonjour à tous. Alors, le problème du chômage est vraiment un problème préoccupant dans nos jeunes capitales africaines. Et moi, je dirais que souvent, on a juste nous-mêmes les moyens, peut-être pas de le faire disparaître en intégralité, mais le moyen de pouvoir réduire le chômage. Déjà, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas les recrutements massifs et tout azimut dans la fonction publique qui vont réduire le problème du chômage et relancer également l'économie d'un pays. Parce qu'un pays ne se développe pas avec sa fonction publique, avec son administration. L'administration est là pour réglementer, pour accompagner les différents opérateurs économiques. Et encore, quand on veut rentrer dans une politique de recrutement massif dans l'administration, il faut faire un recrutement de qualité. Il faut faire de la formation et du recyclage du personnel déjà présent dans les administrations et recruter la personne qu'il faut au poste qu'il faut dans les administrations. Si on se lance dans du populisme et, comme je disais, du recrutement tout azimut, ben, le résultat, c'est qu'on aura tout simplement euh, des collaborateurs qui ont faim, qui ont tellement galéré dans le chômage que quand ils se retrouvent à l'administration, ils cèdent à toutes les tentations de la corruption. Et derrière, ben, ça ne tire pas le pays vers le haut. Concentrons-nous, faisons d'abord des toilettages au sein de nos administrations. Il y a des personnes qui sont censées être parties en retraite. Il y a des personnes qui sont censées être radiées qui sont toujours là, etc., etc. Donc, une fois on a fini ce toilettage, on peut maintenant procéder à du recrutement en administration, du recrutement de qualité avec des critères bien déterminés. Ça ne sert à rien de créer des postes de conseiller ceci, conseiller cela, à gauche, à droite, alors qu'on n'en a réellement pas besoin. Ceux qui font réellement dans nos administrations, c'est des bons techniciens, c'est des bons agents d'accueil. Parce que ce que les gens oublient, c'est que l'accueil, c'est la vitrine d'une administration. Vous ne pouvez pas mettre au secrétariat, à l'accueil d'une administration publique, quelqu'un qui ne sourit pas, quelqu'un qui n'est pas courtois. Ça n'a aucun sens. Parce que moi, quand j'arrive dans une administration, rien que par le visage, le body language, donc le langage corporel de l'interlocuteur en face de moi, je suis intéressé ou je suis réticent. Ça, c'est un point. Après, comme je disais, il y a des personnes en retraite qui doivent partir. Au pire, le temps de faire la passation, vous pouvez euh, la conserver entre griffes dans ce cas-là comme consultant, oui, comme conseiller, mais juste de manière temporaire, le temps de faire la passation avec la nouvelle personne qui va arriver. C'est tout. Il ne faut pas qu'on reste là, quelqu'un à 70 ans, Dieu sait si c'est son âge, et est toujours là comme fonctionnaire. Donc, dès qu'on a fait ce toilettage, qu'on a les bonnes personnes dans les administrations, ben, ces administrations vont concrètement bien accompagner les entrepreneurs et les entreprises privées, le secteur privé qui contribue énormément dans un pays sérieux au développement de l'économie. Sur ce point, ben, le problème au sein de l'emploi, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. C'est tout. Là, on a parlé de l'administration publique. Allons un peu sur l'administration privée, donc le secteur privé, les entreprises privées. Ben, il faut déjà regarder un peu euh, les conventions. Les conventions, elles datent de quand? Est-ce qu'elles reflètent encore les réalités, euh, en fait économiques du pays actuellement? C'est ça. Après, sur l'aspect des combats, je ne vais pas dire des combats, mais des luttes, des égalités par rapport aux conventions et aux différentes attributions, ben ça, c'est le travail des délégués du personnel, des délégués syndicaux, des confédérations syndicales. Parce que, justement,
euh, il faut qu'ils aient un argumentaire bien appuyé. Ils prennent des données, par exemple, je pense au ministère de l'économie. Ils essayent juste de faire des études comparatives sur la vie chère pour pouvoir démontrer à leur direction que ben, la convention de 1982 ne peut plus s'appliquer en 2024. Donc ça, c'est un peu leur travail, avec bien entendu l'appui également des autorités compétentes. De surcroît, je dirais, il faut qu'on ait des délégués qui s'informent, qui lisent, qui se documentent, qui assistent aux séminaires, qui soient très pugnaces en fait pour défendre ce qu'on appelle l'ensemble du collectif. Dans le même ordre d'idée, il faut qu'au sein de nos ministères également, en grosso modo le ministère de manière générale du travail, on opère des contrôles. On accuse souvent à tort ou à raison le recrutement de la main-d'œuvre expatriée. Ben, il faut savoir que les textes sont là, ce n'est pas les textes qui manquent. Il y a une réglementation, il y a des taux, il y a des quotas, il y a des procédures d'attribution d'autorisation d'emploi à main-d'œuvre expatriée qui sont signées par les directions, par le ministère du Travail. Donc, à ce niveau, il faut juste qu'au sein de nos ministères, ben, en l'occurrence le ministère du Travail, en République gabonaise puisqu'il s'agit du Gabon, il faut tout simplement que le ministère euh, pratique des contrôles. On a des inspecteurs du travail, on a des contrôleurs. On les envoie en mission. Après, pour qu'on ne dise pas que c'est une chasse aux sorciers, etc., tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement de mettre en place un calendrier, un chronogramme en disant de telle période à telle période, ben, les entreprises concernées, on prend par exemple, voilà, dans telle zone portuaire, dans telle zone industrielle, dans telle zone forestière, les entreprises suivantes vont être contrôlées. Merci de mettre à la disposition des inspecteurs sous présentation de leur ordre de mission les documents suivants. Comment ça s'appelle? Contrat, contrat de travail de la main-d'œuvre locale, contrat de travail de la main-d'œuvre expatriée, autorisation d'emploi pour la main-d'œuvre expatriée et organigramme. C'est tout. Pour le moment, pour un début, on a juste besoin de ça. Après, on fait ce qu'on appelle un rapprochement entre les données qui sont à la disposition du ministère et les données qui sont remises par les entreprises. Quand vous faites le rapprochement, vous vous rendez compte que oui, sur l'organigramme, on a mis tel, 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 il y a tel nombre d'expatriés, voilà leur contrat de travail, dûment signé par le ministère. OK. Est-ce que à tort ou à raison, ça avait été validé? Voilà, la loi dit c'est entre griffes 2 ans renouvelable. Bah, comment ça se fait que lui, il est là depuis encore 8 ans, 9 ans, 12 ans, etc. Donc, on fait ce contrôle et au sortir de là, on envoie aux responsables des entreprises un rapport de mission avec des recommandations en disant, ben, on a décelé tel bon point, tel bon point, tel bon point, tel bon point. Félicitations. Toutefois, en nuance, voilà les irrégularités que l'on a décelées. Lui, absence d'autorisation d'emploi, comment ça se fait qu'il est encore là? Celui-là, ceci. Celui-là, ça fait 8 ans qu'il est là, il devrait être parti. Vous avez justifié entre griffes qu'il a un collaborateur gabonais. Ben, ça sous-entend que, voilà, si depuis 8 ans, le collaborateur qui paraît toujours à côté de cet expatrié est toujours présent dans l'entreprise, nous vous prions de procéder rapidement à la titularisation des collaborateurs expatriés, d'autant que ce que les gens oublient, c'est que le ministère a le pouvoir d'annuler une autorisation d'emploi. Donc, après, vous faites juste un calcul très simple. Vous voyez l'ancienneté du collaborateur expatrié et vous mettez en place juste un préavis.
en disant, bon, voilà, au regard de son ancienneté, il a 3 mois pour faire ses bagages et retourner dans son pays d'origine. Sa mission est terminée. Donc, durant ces 3 mois, ben, vous allez mettre en place la passation de service. Le problème est réglé. Pour ce poste, après 15 ans de service, nous considérons que ben, il n'y a plus lieu de, de donner, de valider une autorisation d'emploi pour ce dossier. Voilà. Après, si l'entreprise se sent compétente pour traîner en justice euh, l'administration pour faire ce qu'on appelle un recours administratif auprès du ministère, ben, qu'il fasse. Et puis, la procédure sera lancée et on verra, ce sera traité. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'agence judiciaire, je pense, de l'État qui s'occupe un peu de traiter ce genre de litige. Mais le problème de la main-d'œuvre expatriée, c'est très facile, c'est très facile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'améliorations, il y a un meilleur suivi, mais il faut juste que derrière, il y ait des contrôles. Et ça, il n'y en a pratiquement pas. On apprend, voilà, sur les réseaux sociaux que telle entreprise a tel nombre d'expatriés, machin, mais qui leur signait ces autorisations? Soit, à tort ou à raison, le ministère signait, soit les employés expatriés sont en situation irrégulière et dans ce cas-là, ben, vous mettez en place tout le process pour qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine. Il n'y a rien de compliqué à ce niveau. Donc, encore une fois, le problème du chômage, il peut être résolu avec des administrations saines, avec les personnes qu'il faut, au poste qu'il faut dans ces administrations pour accompagner les entrepreneurs et les opérateurs économiques, avec des contrôles au sein des entreprises privées, pour qu'il y ait un contrôle sur la disponibilité et la conformité, autant pour moi, des contrats de travail, qu'on se rassure qu'on respecte bien le quota de main-d'œuvre expatriée, qu'on se rassure bien que la main-d'œuvre expatriée accomplir réellement ces missions qui sont là pour une certaine période et que ce n'est pas des pauses qu'on va pérenniser uniquement pour eux en faisant du pause pour poser qu'un expatrié par un autre vient, à exception entre griffes, on va dire peut-être du directeur général et du DAF dans une moindre mesure. Vérifier que tous les employés qui sont là sont bien immatriculés à la CNSS, à la CNAMGS et ont bien des contrats de travail bien respectés, que ce soit les CDD, CDI, contrats d'ouvrage, main-d'œuvre exceptionnelle, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que ces contrôles-là iront. Dans ce sens-là qu'on se rassure que les organigrammes qui sont transmis à l'inspection du travail correspondent réellement aux réalités. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. Après, administration publique, secteur privé, entrepreneuriat également. Aujourd'hui, on a la chance au Gabon d'avoir des structures de microfinance qui accompagnent les entrepreneurs dans, par exemple, la création de leur documentation administrative, dans l'accompagnement à une certaine hauteur sur certains projets, dans plein de petits micro-projets, les tontines ceci, les tontines machin. Donc aujourd'hui, ça s'est réellement bien développé. Après, il y a quelque chose qu'on devrait essayer de développer également, c'est qu'on a des soi-disant grands entrepreneurs, des soi-disant mécènes. Ils devraient essayer, eux, de mettre en place ce qu'on appelle, je sais pas, un peu, mettre un peu plus à disposition, je sais pas, via des concours, à travers des associations. Mettre à disposition, par exemple, des fonds pour pouvoir développer des projets, d'être des mécènes, voilà. Parce que vous avez beaucoup de jeunes talentueux avec des projets intéressants, mais qui, malheureusement, ont des problèmes de levée de fonds. Donc, le tout, c'est pas seulement de déverser de l'argent durant les périodes politiciennes, etc. Non.
c'est de créer des projets. Vous avez aujourd'hui la chance d'avoir des canaux tels que les réseaux sociaux en disant, ben voilà, je mets à contribution entre griffes une bourse de tel montant pour un projet agricole. Voilà. Vous avez des cabinets qui peuvent vous monter des petits concours comme ça, et puis tout ce que vous avez, vous, c'est financer. C'est de l'entrepreneuriat social, et ça vous permettra peut-être de développer votre commune, euh, votre district, votre province. Donc, il y a plein de petits projets comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez, au lieu de faire des trucs d'affinité, ben, faire des appels d'offres dans via les réseaux sociaux. Par exemple, pour les propriétaires d'établissements, faire des appels d'offres pour les entrepreneurs locaux, par exemple pour la réfection d'une école, pour la réfection d'une pharmacie, des choses comme ça, un orphelinat. Il y a plein de trucs où on est tellement recroquevillé dans des trucs d'amis qu'on néglige des personnes avec du potentiel qui sont là, qui ne demandent jusqu'à s'exprimer, qui ne demandent jusqu'à être accompagnés. Donc, ça pourrait être un autre moyen également de développer l'économie du pays, de lutter contre le chômage à travers ces micro-appels d'offres-là. Juste pour des petits projets, de la peinture, de la soudure, de la plomberie, de l'étanchéité. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça que certains, soi-disant mécènes, pourraient permettre la réalisation. Donc, il y a rien de très compliqué dans la vie. Le capital, c'est votre cerveau. Quand vous savez comment le monétiser, ben, vous pouvez arriver à réaliser des choses intéressantes avec un certain petit nombre de moyens. On n'a pas nécessairement besoin d'une fortune immense. Après, comme je dis, il faut les volontés politiques, il faut de la discipline, il faut de l'organisation, de la rigueur et bien entendu, il faut certaines compétences et une certaine technicité dans certains domaines. Mais ça n'empêche pas que tous les moyens sont bons pour plus ou moins réduire le chômage, plus ou moins apporter votre pierre à l'édifice dans l'amélioration de l'économie de votre pays.